Levez la main, retardataire. Voilà. Vous êtes d'accord? Ils n'arrêtent pas de se multiplier, c'est incroyable. Et à midi, là, on sera. Donc, on va revenir en fait, on va définir les variables librairies avec les sorties et les ici, c'est un peu ça le but du jeu, d'accord? Mais je préfère définir avant ces notions de variables librairies qui sont essentiellement liées au quantificateur, vous avez compris, hein, une notion qui m'apparaît en amont, c'est la notion de substitution. Pourquoi? Parce qu'elle s'applique au niveau des termes, avant d'entrer dans les formules, avant d'entrer dans les formules qui existent. Donc on revient, si vous voulez, on enlève les deux dernières formules atomiques et formules du premier ordre, où on avait quantifié, vous avez compris, hein, où on avait ce problème-là, le vrai faux. Mentalement, on revient au terme du premier ordre, on se replonge dans ces F de A, G de X et de A, etc., pour ce monde-là, d'accord? On n'a pas affaire à des pour-tout, il existe à des implications, on n'a rien de tout ça, on n'a pas de vrai et faux. On est dans l'algèbre universelle des termes du premier ordre, et on s'intéresse à une opération particulière, qui est la substitution. Substitution. De quoi s'agit-il? Définition. C'est parti là le truc, là, oui, non, peut-être? C'est parti, c'est pas parti? Donc substitution, il va s'agir de substituer une variable par un terme dans un terme. Typiquement, X a deux occurrences ici, ça va? On va remplacer, si on le désire, hein, X, espèce de structure informatique, je dis d'information partiellement indéterminée, parce qu'au feuillage, il peut y avoir des variables, donc des éléments d'information complète. Mais bon, on va, si on le désire, remplacer, spécialiser, remplacer cette variable par une valeur, par un terme. Typiquement, l'opération va remplacer X par F de petit a, G de Y et petit z, petit b. De manière générale, remarquez bien, ça ne peut que augmenter la taille de l'arbre. Le X, là, le résultat ne peut pas être plus petit, c'est extensif, l'opération est extensive. On va remplacer par Y du même objet. Toutes les occurrences d'une même variable vont être remplacées par un terme. Bon, c'est la substitution d'une variable par un terme, ici, T', dans un terme T. On est bon? L'opération, elle est capitale, c'est une opération syntaxique qui coûte un petit peu, qui pour nous, amis informaticiens, ne se fait pas en temps constant, parce que malheureusement, vous voyez que ça dépend de la taille de la. Il faut aller au feuillage pour faire le changement. L'alternative classique, si Stéphane, pardon, M. Guérini était avec nous, ce serait l'environnement. L'environnement qui donne à chaque identificateur une variable, une valeur, pardon. On pourrait garder ça tel quel, ne pas faire la substitution, et garder l'information, vous avez compris, dans l'environnement courant, que X, ça vaut T'. Et quand on arrive sur X, on sort le joker T'. Vous avez saisi? Il y a beaucoup, effectivement, d'implémentation. Certainement, en tout cas. Dans des interprètes, dans des sémantiques, etc., excusez du gros mot, hein, qui se font avec ces notions d'environnement et ce non-remplacement, vous voyez, hein, réel et syntactique physique de la variable par sa valeur, mais la simple association, dans une liste d'associations d'environnement, vous avez compris, on garde, on mémorise et quand on a toujours la recherche. Mais c'est jamais que la réalisation informatique d'une opération, c'est la substitution, qui est un petit peu effectivement coûteuse, parce qu'elle ne se fait pas en temps constant, il faut bien connaître exactement, c'est ce qu'on va faire maintenant. On va définir la notion de substitution d'une variable X. C'est un X, hein. Ça, je comprends bien, c'est la difficulté de l'alphabet et latin, effectivement, ça c'est le X. Mais le U c'est tout à fait différent, et le N c'est tout à fait différent aussi.
un U, un N, un X. C'est vrai que ça se ressemble, mais bon. Il faut des générations pour que l'œil il arrive à capter que le U, le X et le N. Une variable X, on la remplace, on la substitue par un terme T' à l'intérieur, un terme T. D'accord ? Par un terme T' dans un terme. Et effectivement, c'est ce qui nous attend. Vous voyez, une opération qui prend finalement 1, 2, 3 paramètres, vous avez compris, et qui vous rend sorti un nouveau terme, celui-là. Alors, ça c'est ce qui est visé d'un point de vue aussi bien donc, logique que demain en langue de calcul ou en algèbre universelle ou en programmation fonctionnelle. Mais la définition et de substitution à la base, elle est simple et mathématique, la voici. Donc toujours pareil, on est, définition, on a fixé le f et v, on est dans les termes, on n'est que dans les termes, on n'a pas les quantificateurs, on n'a pas les connecteurs. Ok, on ne parle pas de vraies choses. Étant donné donc seulement, étant donné v et f, on va comme d'habitude, comme précédemment. Les variables et les symboles de fonction, comme précédemment. Une substitution, ça c'est la définition maintenant formelle, le début d'une substitution bon, c'est un B, voilà. Substitution est une, à la base, ça peut être défini de manière la plus minimale et la plus propre qui soit. C'est une application des variables de domaine fini, des variables dans les termes. C'est une application on insiste sur le domaine fini parce que c'est une opération syntaxique, ça ne tombe pas du ciel. Hein. Ce n'est pas la sémantique, le vrai, le faux, les choses qui sont peut-être non calculables. Là, c'est fini. On a toujours, à tout moment, un nombre fini de variables. Quand on substitue, c'est un nombre fini de variables qui sont, d'occurrence, qui sont en jeu. On comprend, c'est une opération comme ça, finie, qui correspond aux opérations syntaxiques. Les opérations sémantiques, elles peuvent être beaucoup plus, vous voyez, infinies et largement avec une liberté mathématique habituelle. Ici, on est dans les obsessions de Hilbert et de la logique formelle, toujours les choses finies, le code fini, demain les programmes, les formules finies, les preuves finies, et des objets comme ça qu'on peut manipuler en temps fini. Donc une substitution est une application de domaine fini, de quoi de V, on prend sa part des variables et ça associe un terme. Alors, un exemple, le V dans M de FV. Exemple, c'est un. Donc, il faut fixer le parent. Et ça va être X, Y, Z, mais je ne prends pas des nombres, c'est pas la peine. On arrête là, et F, je prends des trucs raisonnables. A0, B0, F1, G2. Ouais. C'est un moment contraint tout à l'heure. Les constantes C, A et B. Un symbole d'arité 1, F, un symbole d'arité 2. On est bon? Alors, ça manque un peu de variable, il y a que les X, Y, Z, mais c'est comme. Alors, typiquement, θ1, voilà une substitution. θ1 de x, c'est f de a. Et c'est tout. Voilà. θ1 ne touche que x et ça remplace par f de a. θ2, alors on peut aussi noter comme ça. θ, ça c'est ma notation à moi, ça c'est la notation classique. La notation classique, l'image de x c'est f de a,
Là, c'est parce qu'on fait dans machine dans un pointeur, la variable x, ça sera un pointeur vers elle-même, et x va pointer vers etc. Donc c'est ce qu'on va voir pour l'instant, qui seront dans beaucoup de langages, hein, je crois, un au langage de la liste ou l'autre, représenté par des systèmes de pointeurs bien organisés. La notation, ça ne sera pas comme ça d'ailleurs. La notation mathématique, ça sera comme ça. Θ de x. Θ1 de x. Je ferai sauter là le système de parenthèses parce que si je fais par exemple bientôt, là j'ai pas x mais j'ai autre chose, j'aurai des ennuis avec ces parenthèses-là qui sont des parenthèses sémantiques, et ces parenthèses-là qui sont des parenthèses syntaxiques. Ouais, ça fait partie du terme, alors que ça fait partie de l'opération, vous saisissez. Donc je préférerais noter θ directement appliqué à x. Je noterai comme ça. Donc θ1 de x, θ1 de x. Différentes formes variées. θ2, alors on en prend une autre. Hein. θ2 de. Je l'ai défini comme ça. À x, ça associe f de y. Et à y, ça associe g de x. Pourquoi pas? Vous voyez que ça va permuter hein, les x et les y, ça ne va pas faire une involution, ça ne va pas revenir sur le même truc, ça ne va pas non plus s'arrêter, ça va juste transformer x en f de y, et si vous faites θ2 de θ2 de x, ça va vous faire du f de y, puis ça va vous faire du, ça reste à voir, hein, f de g de x et de x. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a défini x sur les feuilles, sur les variables, ça va? Maintenant, et vous me recopiez ça vite fait parce que je l'efface, je continue ici ma définition, parce que cette définition qui ne touche que les feuilles s'étend naturellement à quoi? Au terme tout entier. La définition, c'est de dire que x est remplacé par f de y, et simultanément, y peut être remplacé par g de x et de x. Mais maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais passer au terme tout entier et dire que appliquer une substitution au terme tout entier, c'est laisser tous les deux internes à changer et aux feuilles faire toutes les substitutions simultanément. Ça va? Donc cette définition de substitution de V dans M de V s'étend naturellement, c'est le deuxième point. Cette définition s'étend naturellement à quoi? Une application de M de FV dans M de FV. S'étend naturellement à la construction. On va tout simplement M de FV de la manière suivante. Qu'est-ce que c'est que θ de f de T1 Tn, à votre avis, par définition, qu'est-ce qu'on va dire que c'est? Vous avez f de T1 Tn qui est donc un terme de premier ordre. Vous faites maintenant, on autorise à faire θ non pas seulement sur les feuilles, mais sur l'ensemble. Ça va avoir du sens. On parle pas seulement des variables, mais de tout terme. Je vais un petit dessin à côté. Qu'est-ce que j'ai envie de faire pour cet exemple-là? J'ai envie d'avoir ici G, F, X, A, et on fait ce θ1. Si θ1 qui est celle-là attaque ce truc-là, qu'est-ce que ça devrait donner? θ1 de ce terme-là, qu'est-ce qu'on a envie que ça fasse? Que ça aille aux feuilles, que ça change x en m d'heure, ça reste à changer, on est d'accord? Tous les nœuds étiquetés par des symboles de l'intersection, quand les constantes ne bougent pas, mais par contre, les variables, quand c'est les bonnes, hein, si là c'est y, ça ne bougera pas. Si c'est z par exemple, y, z, n'importe quoi, pas x, là ça ne bouge pas, là ça ne bouge pas, rien ne bouge à part ici, à la place de x, qu'est-ce qu'on vient coller? Ça va?
Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que j'ai la règle nouvelle, la définition, que θ de f de T1Tn, f de T1Tn, tout ça, d'accord? Et quand vous faites θ de tout ça, ça commute, ça passe à travers. θ se transmet, se transmet. Ça va? Quand vous arrivez ici, vous êtes un peu intact parce que vous n'êtes pas dans le domaine de définition, d'accord? Vous restez comme vous-même. Les nœuds internes ne bougent pas puisqu'ils font que retranscrire le truc. Ici, ça retranscrit dans le néant puisque vous avez 0 fixe. Et ici, par contre, ça bouge. Et X devient F de 6. Ça va? Donc, on a juste une opération qui est comme un morphisme. Ça commute. θ de F, c'est F de θ. Ici, on a quoi? θ de T1, θ de Tn. Vous attaquez le sous-ordre gauche. Vous attaquez, j'ai bien fait sous-ordre droit. On est bon? Ça va? Quand vous arrivez au feuille, ça c'est la définition qui permet d'étendre donc ce qui était au début une substitution qui remplace que les variables, à maintenant une substitution qui attaque n'importe quel terme de tournée. Vous avez compris, c'est rien, il ne faut pas voir là, on est d'accord. Dit autrement, cette caractéristique fait que c'est quoi les substitutions? C'est exactement les. Vous avez un arbre avant, vous avez un arbre après. Vous avez la propriété que θ de f c'est f de θ. Les substitutions sont les morphismes d'arbres. C'est exactement ça. Tous les morphismes de ces arbres, vous prennent un arbre qui vous renvoie un arbre, c'est décrit comme une substitution. En bas, il se passe des choses, mais tout le reste est attaqué. Tous les nœuds intermédiaires, hein, toutes les opérations sont ouvertes. Bon, donc les substitutions font ce qu'elles doivent, elles vont aux feuilles, elles changent les valeurs. Simultanément, si on a 2x, 3x ici, elles sont toutes changées simultanément, on est d'accord? Si maintenant on fait θ2 avec x et y, ici je vais mettre quoi? F de y, je crois. Là je vais mettre f de y, et ici je vais mettre g de xx, on est d'accord? Ils se font simultanément. Toutes les fois ils sont attaqués simultanément. On regarde. Si c'était z, ben, ça ne bouge pas. Ni sous θ, ni sous θ2, on est bien d'accord. Puisque quand on arrive là, on voit qu'on n'est pas dans le domaine. Pour θ2, on n'était pas dans le domaine non plus, puisque θ2 est défini que sur x. On est bon? On comprend le jeu? Voilà. Changer un petit peu, spécialiser, rajouter un peu d'information. Ça se fait, tout le reste est conservé. Adjugé vendu. Vous avez la définition de ce qu'est cette substitution qu'on pourra jusque dans les théorèmes de Gödel. Probablement, il est un des premiers dont il pense à en avoir besoin pour faire cette substitution, cette fonction sub x tt' qui renvoie une valeur qui va la même fois. Il a codé tout ça, il a fait ses théorèmes, et il avait besoin de cette opération syntaxique. Probablement, je ne sais pas si c'est lui qui l'a inventé ou si c'est Erbrand qui l'a suggéré. C'est le premier à s'intéresser à cette opération, vous voyez, finalement, sur les arbres, sur les structures de données à information concrète, que sont les termes qu'on y rentre. As-tu vendu? Ok. Est-ce qu'on est en mesure au Word? On va en rester là pour la substitution. On fera des petits bouts de code peut-être tout à l'heure. Quand on passera au variable libre. Donc pour l'instant, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a quoi? On a des termes avec des variables qui peuvent être substituées. Le problème pour l'instant de qui on substitue est non pertinent. Toute variable peut a priori ramasser une substitution pour faire θ1 et puis θ2 de θ1 de t. Ça va? On fait θ1 d'abord, puis ensuite on fait θ2. On se demande sous quelles conditions une. Voilà. C'est bien par exemple la θ1 de t. On se demande ça. Hein? Voilà. Sous quelles conditions l'itération n fois de θ1, ça donne la même chose que le faire une seule fois. Vous voyez, c'est des jeux qui sont avant la logique, qui sont sur les structures comme ça, algébriques. Voilà, des jeux comme ça. Où la notion de variable n'est pas encore
compliqué par occurrence libre, occurrence liée, qui va venir, puisqu'on a des connecteurs. Demain, ce sera pareil en programmation fonctionnelle, en calcul, on aura des lambda, on aura dans la syntaxe des objets qui lient, qui introduisent de la portée, le var X, vous déclarez un identificateur, c'est pareil, ce sera le lambda en calcul, c'est le pour tout où il existe. On a une portée, on a des identificateurs qui ont une certaine portée. Du coup, est-ce qu'on est dans la portée, hors du champ? Est-ce qu'on est lié, est-ce qu'on est libre? C'est les questions qui vont se poser maintenant, qu'on va sortir des termes de premier ordre et qu'on va passer à la formule. Variable. Mieux, je ne vais pas mettre variable, occurrence, c'est un peu lourd, excusez-moi, mais je pense que c'est plus clair. Occurrence de variable libre. Je vous ai fait les occurrences, comment ça marchait? Oui, je crois bien. F, G, ça ne me dit rien la douleur. Ah, je rien pour attendre. X, A, X, Y. Je n'ai pas fait le coup des occurrences, le chemin pour. C'était pas avec vous, c'était dans une précédente, c'est ça? C'était dans la dernière. Alors je ne l'ai peut-être pas fait. Ça, c'est une occurrence de X. Ça, c'est une autre occurrence de X. X a deux occurrences. Ça va? Y, on n'a qu'une. On est bon? Ouais. On est encore dans les termes, je suis d'accord. Les identificateurs ne sont pas apparus, ils vont apparaître. Mais j'ai besoin de la notion d'occurrence. Ces deux occurrences sont distinctes. On les distingue comment? Par les chemins d'accès. J'ai pas fait tous les chemins d'accès? Non, tout à fait. J'ai pas fait. Donc la racine, c'est 0. Ici, c'est 1. Celui-ci, c'est 1.1. Celui-ci, c'est 1.2. Celui-ci, c'est 1.1.1. Donc voilà l'adresse, vous avez compris, de cette occurrence. D'accord? Et cette adresse-ci, c'est quoi? C'est 1.2.1. L'occurrence X est à cette adresse-là. On parlera d'occurrences. Deux occurrences différentes, deux adresses différentes, deux emplacements différents dans le terme qui contient ces deux copies finalement de la variable. Je n'ai jamais fait ce truc-là. Ah, j'aurais joué. Ça, ces notations, ça s'appelle les mots de Dewey. C'est ce qu'on utilise dans les bibliothèques. Pour le. Dans les règles des bibliothèques, c'est 1.4.1, puis c'est des arbres, bien sûr. Pour aller au bon endroit, au rayonnage de l'autre. 0, c'est le mot vide. C'est epsilon, c'est 1, enfin c'est le mot vide, c'est pour dire que c'est la racine. La racine, le premier fils du premier fils, le premier fils du premier fils du premier fils. Voilà. Ici c'était 1, 1.2. Vous avez compris, hein? Donc, à chaque lieu, à chaque nœud de cet arbre, on peut associer un mot. Ah oui, un mot, il faut que je vous dise, c'est une chaîne, hein, une suite de. Vous n'avez pas fait de théorie des langages, vous savez ce que c'est un mot ou pas? C'est une chaîne de caractères. La théorie des langages. Non, on l'a déjà fait. Vous avez fait théorie des langages? Ouais. Le monoïde libre, sa vie, son heure, on dirait le monoïde, la étoile, ce bonheur. Hein. Vous avez fait quoi? Des automates? Ah, les automates pour la compilation? Non? En même temps? Dans quel cadre vous avez eu ce monomythe, ces mots? Enfin, les automates ou pas? On n'est pas obligé, on va voir ça pour faire d'autres choses aussi, mais vous n'avez pas vu le cours de théorie des langages et des automates? Je l'ai déjà fait, mais c'est. C'est ce qui veut. Non, mais pas celui-ci. Là, en ingénieur, pour un L2, un L3 ou un L384. Oui, en ingénieur. C'est tout ce qui vous reste.
de comment on construit l'intersection, on minimise, on détermine, c'est tout ce qui reste. Ça. Et pas beaucoup. Oui. On a oublié. Ça doit être la virtualisation du cours qui a des effets délétères sur sa mémorisation. Sur la mémoire. Bon, donc vous avez compris pourquoi c'est un mot, parce qu'effectivement. Je suis obligé de mettre des points, parce que si ici il y avait 14 000 fils, on ne saurait pas. Vous comprenez, on ne sait pas si c'est le 111e fils, ou si c'est le premier fils du premier fils, ou le premier fils du 11e. C'est pour ça que je mets des points. C'est pareil. Ok, donc les occurrences, c'est ça. Et maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est de distinguer dans le monde des formules du premier ordre, des quantificateurs, lesquels sont libres et lesquels sont libres. On est parti. Un petit exemple. Un exemple. Si on peut le faire, yes. On prend un exemple qui ne rime à rien, mais qui a l'avantage d'introduire un certain nombre d'occurrences. Je l'ai mis directement, vous voyez, sous forme d'arbre, parce que c'est tout ce qui m'intéresse. Le sens, il n'y en aura pas. Si on pas de sémantiser tout ça, on y arrivera toujours. Hein. C'est pas le but du jeu, parce qu'il ne sera pas beaucoup d'intérêt. La question est la suivante. Pour moi, ici, je n'ai pas ce que j'appellerais une occurrence de la variable. Parce que j'ai un symbole, un lieur, de manière générale, comme le var x, le lambda x, il existe pour tout dans ce monde-ci. C'est exemple, c'est des lambda calcul ou langage de programmation actuelle, qui introduit, qui a une portée, sous laquelle un identificateur est défini. Donc ici, ce n'est pas une occurrence, là il y a une occurrence de la variable. Là il y en a, ça c'est une constante, hein, c'est hors sujet. Et là il y a, voilà. Donc la question c'est lesquelles de ces occurrences de variables, hein, vous avez compris? Pour moi il y a ici 5 occurrences de variables. 2 occurrences de x, 2 occurrences de z, et une occurrence de y. Ça va? Et par contre, il y a 1, 2, 3, 4 quantificateurs, lieurs, qui introduisent des liaisons de variables et c'est fait. Ce ne sont pas au moins les occurrences de variables. Ça va? Alors lesquelles sont libres, lesquelles sont liées et quelles sont les conditions? C'est trivial. Je vous écoute les enfants. Ça y est, c'est la sieste. Wow! J'espère que vous avez votre enseignant. On va poser une question. Ouais, la deuxième. C'est libre ou c'est lié? Non, mais il n'y a pas que lui, hors sujet, il est expulsé parce qu'on convient, donc c'est mauvais. C'est mauvais, non? Il est difficilement expulsé de ce jour. Ça. Oh! Bravo! Tant ça monte au cerveau, on a tout compris. Qu'est-ce qu'on fait? On regarde l'unique chemin, on est dans un graphe particulier. Hein. Un arbre, c'est un graphe où il y a entre deux points, il y a un unique chemin, donc entre la racine et la feuille. Question? On pose des questions. Pas toutes d'ailleurs, je ne pose pas de questions, mais non, on pose des questions. De la feuille à la racine, sur l'unique chemin, on regarde si par hasard il y a au moins un quantificateur avec le même feu. Donc ici, voilà. Voilà pourquoi votre fille est
non pas muette, mais voilà, elle est liée, parce que voilà, il y a ça, là, ça aussi. Celui-ci, par contre, il est libre. Ça, c'est là. Et ça, c'est là. Donc, les occurrences libres, c'est des carrés. Les occurrences libres, c'est rang. Ouais. D'accord. Donc, on va donner la caractérisation comme ça en termes de graphe, c'est sympa. Mais ensuite, il faudra faire un petit exercice. Le code qui prend une formule du premier ordre et qui me renvoie par exemple l'ensemble de ces occurrences de variables. Donc ici, 5 occurrences de variables, 2 libres, 3 liés. Je ne donne pas les adresses, vous avez compris. Hein. C'est 2.1. Ah oui, mais il faut continuer le jeu. Il faut continuer, il faut aller ici, ici à droite. Hein. C'est sûr. Si on veut l'adresse, il faut continuer. Il faut faire 2.1.2. Ça va? Ouais. Juste, c'est possible de faire une racine qui n'a aucune. Quelqu'un deuxième chance, au professeur. Mais est-ce que c'est possible dans une racine où on se trouve aucune quantificateur libre? Troisième chance pour le professeur qui se passe à la numérique. C'est possible de remplacer le x par z dans Q. Là, Oui. c'est pourquoi? On remplace le x par m. Un livre. Par z? Par m. Par m. n? Oui. C'est quel été présenté à n? Du coup, ici, on a. Oh non, c'est une variable, c'est un symbole de fonction. Du coup, ici, on n'a aucune quantificateur lié. Est-ce que c'est En z, en z, voilà, il est autorisé par la loi. Je suis d'accord, hein. Il est là, bien sûr, donc quand on remonte, il est libre, c'est libre, ça. Ouais. Alors, comprenez ce qui va nous occuper tout à l'heure. Qu'est-ce qui va nous occuper tout à l'heure, essentiellement? De faire des remplacements de variables libres. Pourquoi? Parce que là, c'est pour la bonne motivation de tout ça, finalement. Quand j'appelle ça, donc on va arrêter le délire, on va revenir sur x. Hein. Quand j'appelle ça x, ou y ici, ou la z, vous êtes bien d'accord que j'aurais pu appeler ça, si c'était autorisé, on peut compris. Hein. On peut changer le nom des variables, ça va? Même, j'ai mis des primes. En général, les primes sont pas autorisées. Ok, j'ai qu'à mettre pour tout z, pas z, pas de vol, pour tout x, c'est pareil, ça bouge pas. Mais bon, ce qui bouge justement, c'est le z, parce que là, je le vois sur moi-même. J'essaie de capturer la variable. Ce sera le jeu de tout à l'heure d'éviter les captures de variables. Mais ici, renommer ce fragment-là en mettant du x, parce qu'il n'aimait pas le y comme ça, pourquoi pas renommer ce qu'on fait quand on change les identificateurs du code pour faire plaisir à quatrième décalative, par exemple. Parce que je vous explique pas que les identificateurs c'est conseillé pour autrement. Non, vous l'avez jamais eu. Bon Dieu, ouais, tout seul, bien sûr. Donc, les gens maniaques du nom des identificateurs vous disent il faut changer, vous changez, vous renommez. On est d'accord? C'est ce qu'on a fait. Et c'est pas de ça qu'il s'agit. Ici, cette opération de renommage, je vais en parler, on va comprendre bien, etc. Bien. Non, l'opération capitale sera celle de substitution. Vous aurez des objets libres, comme celui-ci, comme celui-là. Et c'est quoi? Et c'est là où il faut un tout petit peu de compréhension de votre part, un tout petit peu, parce que sinon on ne comprend pas ce qu'on fait, on le fera à la limite, on déroulera un algorithme, on ne comprend rien à ce qu'on fait. Pour comprendre les enjeux, il faut se placer dans le monde de la programmation. Dans le monde de la programmation, quand vous faites x égale y plus z, qu'est-ce que vous avez? Quand vous zoomez, vous avez 3 registres, des variables, des registres
C'est-à-dire qui prennent leur information dans le contexte. C'est le contexte qui vous dit pour ceci, Y pour cela, et Z. On est bien d'accord. Il va être écrasé, le X, quelque chose de ça. Alors, il n'y aura pas pour longtemps, il va être écrasé par le Z. On a besoin d'un contexte, et ces valeurs-là, il faut les préserver. Vous êtes d'accord? Parce que sinon, si je me mets à changer Z par Z', c'est foutu. Vous comprenez ça intuitivement? Je vais chercher dans un autre champ. Tout ça dépend d'un contexte, et on ne peut pas toucher à ces objets-là, sinon on change tout. On est bon. Qu'est-ce qui se passe ici? Est-ce que le Y, je ne peux pas effectivement le changer en Y? Pour faire plaisir à mon enseignant de première année qui veut changer le nom. C'est possible, on est d'accord. Il suffit de changer son nom ici, sa déclaration et son utilisation. On est bon? Oui, parce qu'on est autonome. La variable ici, elle est liée, elle est muette. La variable liée à notre dénomination, c'est variable muette. Elle est muette, elle est sous la portée du truc. Donc si ça m'amuse, je l'appelle tierce ou fois plus, et je fais ça et je renomme, et c'est la même chose. On est bien d'accord. Celle-là, non. Celle-là, elle dépend du contexte. C'est comme ce Z-là, vous comprenez? Elle est sacrée, je ne peux pas y toucher. Puisque ce morceau de code-là, cette formule-là n'est pas totalement close. Il y a des variables libres, il y a des occurrences de variables libres. Tu vois? Je dépends du contexte. Ça dépend du contexte. Ça dépend du contexte. Vous comprenez maintenant? Ce qui ne dépend pas du contexte, ici, c'est faire ça. Ça, c'est indépendant du contexte. Vous comprenez bien. On est bien d'accord. Voilà. Et bien, c'est un peu ce qui se passe ici avec tout ce qui est quantifié. Mais s'il y a des variables libres, je n'ai pas le droit de toucher. On est bon? Donc on commence à comprendre que ce sont ces variables sacro-saintes qui, un jour ou l'autre, vont être substituées par des valeurs. Ici, c'est ça qui se passe. Quand je fais mon cours d'utilisation, que je vais faire, vous vous rappelez, vous n'avez pas vu l'attribution des registres, non? L'algorithme pour attribuer des registres de manière optimale, non? Quand je vais donc récupérer des valeurs, des adresses comme ça, des Y et des Z, j'ai besoin du contexte. Vous comprenez? Et je vais substituer, ça ne s'appelle pas substituer, mais aller consulter un environnement pour récupérer des valeurs. Ça va? C'est pareil. Ces valeurs sont sacrées. Et ces noms sont sacro-saints parce qu'ils renvoient à certaines adresses. Là-bas, c'est pareil. Ici, je vais un jour ou l'autre, à l'évaluation, remplacer des noms par des valeurs dans l'environnement. Ici, c'est pareil. À l'évaluation, tout ce qui est libre va être remplacé, je vais consulter des valeurs pour évaluer. On est bon? Donc, tout ce qui est occurrence libre, on ne va pas y toucher. C'est les autres qu'on va forcer à nous à renommer. Vous commencez à saisir le jeu? Les occurrences libres sont destinées à être substituées, et elles sont sacrées, leur nom est sacré. Les autres, c'est des variables muettes qu'on peut changer si on veut. Et par exemple, pour reprendre l'exemple que j'ai dit tout à l'heure, si j'ai vraiment la nécessité que je dois remplacer ici mon Z par un certain Y qui dans l'environnement courant a du sens, hein, comme là-bas, le même Y, vous comprenez, un certain Y précis dans un registre précis. Qu'est-ce que je vais être obligé de faire? Vous saisissez? De renommer celui-ci pour que, si je remplace Z par mes contextes de Y, où j'ai des Y et de petit a, ce que vous voulez, je ne le capture pas parce que sinon c'est le même. Mais évidemment qu'ils n'ont pas été présentés, qu'ils ont pas envie de vivre ensemble. Vous les saisissez? Donc, la variable muette peut être renommée tant qu'on veut. Les occurrences libres, elles, ont leur nom qui est sacré et on ne fera jamais. Mais par contre, on pourra les substituer, c'est fait. On commence à voir les enjeux? Ça va? C'est ça les enjeux, c'est comprendre qu'est-ce qui va nous arriver, qu'on va sémantiser, qu'on va donner du sens à tout ça, qu'on va évaluer. Là, on est au niveau des bras des pâquerettes de la morphologie des opérations syntaxiques, mais demain, on va avoir du sens à tout ça. Ouais. Donc, variable, occurrence de variable libre, destinée à être substituée, mais le nom est sacré et elle ne doit pas être capturée lors d'une substitution. Ça va? Là, on parlera de capture de variable. Si je veux remplacer par un Y, on dit que cette occurrence aura été capturée par ce quantificateur-là, et c'est tout. Ok, donc on est parti pour le petit exercice. D'abord les définitions, le petit exercice, les variables libres, les occurrences de variables libres, les occurrences de variables liées, les occurrences de variables que j'appellerais liantes, celles-ci, liantes, c'est défini au niveau d'un quantificateur. Tout ça va nous faire de sympathiques petits exercices pour exercer vos ménages. En tout cas, ce qu'il en reste après un an et demi de Covid.
passe autre chose. 3 neurones qui se battent en duel ici. On met tous les enfants au même point. Donc définition. Soit fait une formule. Donc pareil, quand je dis formule, vu le complexe du premier ordre, donné, et x. C'est quoi? C'est une occurrence de variable qui apparaît. Une occurrence de variable. Alors attention, ce n'est pas une variable. C'est un lieu d'apparition d'une variable. C'est dans les. Vous avez compris, c'est tout en bas. Une occurrence de variable qui apparaît où? Apparaissant dans où ça? C'est quoi ces boîtes? Comment j'avais appelé ça? Pour le distinguer de ce niveau-là, justement. Dans une. Oh! C'est quoi ces boîtes? C'est des formules atomiques, les enfants. Donc ça, c'est une sous-formule. Une sous-formule atomique. Vous avez compris la formule firme. Là, on est dans une sous-formule atomique. On est dans la boîte finale. Ça, c'est atomique. Ça n'est pas atomique. Vous comprenez? Donc vous dites que du coup, votre X, il apparaît tout en bas. Vous forcez à être en bas. Ça ne peut pas être un de ceux-là. Vous êtes dans un achat atomique. Dans une sous-formule atomique. Une sous-formule. Tout ça pour dire que vous êtes bien tout en bas. On est bien d'accord, hein? Dans une sous-formule atomique. Hein? Atomique. Vous me soulignez, hein? De phi. Donc on s'est donné la formule, on s'est donné le lieu. On va dire deux choses. Quand est-ce que l'occurrence est libre? Puis si elle n'est pas libre, elle sera libre. On est d'accord? On est ça, c'est poser le décor. On dit que cette occurrence est liée si quoi? Si, sur l'unique chemin qui va de la racine à cette feuille, on trouve un quantificateur qui existe x ou q de x, ou pour tout x. En gros, un quantificateur. S'il y en a 400 000, c'est pas grave. C'est le dernier, on sait bien du point de vue de la sémantique. La portée, ça sera le dernier, mais peu importe. Le point de vue de la liaison, il sera lié. Qui est lié une fois, qu'il soit lié une fois ou 14 000 fois, c'est pareil. D'accord? Et lié, si quoi, s'il existe, sur l'unique chemin allant de la racine à cette feuille, hein, sur l'unique chemin allant de la racine à cette feuille, s'il existe quoi? Un quantificateur. Un quantificateur. Ça peut être aussi bien qu'il existe x ou non. Ça va? Il suffit d'un seul. A l'inverse, toute occurrence de variable qui n'est pas liée est dite libre. On est bon? À l'inverse, toute occurrence de variable qui n'est pas liée est dite libre. Alors on dit aussi muette. Hein. On dit aussi muette. Pareil. À l'inverse, toute occurrence non, sous-entendu de variable, non, liée et libre. Donc les deux définitions sont complémentaires, soit on est lié, soit on est libre. On est bon? Ça va? Donc dans le temps qui nous reste, combien de temps il nous reste? Une demi-heure? 20 minutes, c'est bien, on fait le petit algorithme. On fait un, puis tirer le petit algorithme, voilà. Le code récursif. Ça va? De toute façon, on le reçoit, je ne vois pas comment on pense.
définir par induction l'ensemble des occurrences de variables libres d'une formule finie. Voilà l'exercice. On donne une formule et on veut connaître l'ensemble des variables qui ont au moins une occurrence libre. Ah oui, une dernière définition tant qu'on y est, parce que ça on l'utilise aussi des fois. On dit que, non pas que occurrence, mais la variable est dite libre si elle compte au moins une occurrence libre. Ça va? Ça se dit aussi. Une variable cette variable x est dite libre si elle compte au moins une occurrence libre. Donc elle a beau être liée 400 000 fois, s'il y a au moins une fois qu'elle est pas liée, elle fait partie des variables libres. Et dernière définition, phi dans toute sa généralité, c'était ma formule totale, vous avez compris, est disclose si elle ne compte justement aucune variable libre. Donc phi close, une formule est close si toutes les occurrences de variables finalement sont libres et sont modifiées. Si elle ne compte aucune variable libre. Donc, on peut dire aucune occurrence de variable libre, c'est vrai aussi. Directement. On est bon pour savoir les enjeux? Donc, au niveau de la sémantisation, je m'intéresserai beaucoup aux formules clauses. Ça, c'est la formule. Les formules clauses, c'est celle où, pour moi, il n'y a pas d'ambiguïté comme ça de savoir si c'est un il existe, tout est quantifié. Et c'est à ça, au plus haut niveau, top level, que j'ai envie de donner du sens. Même si dans les morceaux, les sous-morceaux, il y a des morceaux qui sont libres. Vous avez du code, vous voulez que toutes les variables soient déclarées. Et quand vous zoomez sur x égale y plus z, forcément, vous voyez bien que localement, vous n'avez pas la déclaration du y. Donc, typiquement, quand on sémantise, quand on donne du sens, on a envie que tout soit clos, mais les morceaux eux-mêmes, ils sont pas clos, c'est bon. Puisque quand on zoome, on vient fait sauter les codificateurs. Ça va? L'opération de donner du sens doit être capable de donner du sens à chacun des sous-morceaux, mais quand même, il n'empêche, quand j'ai devant moi une formule, je n'ai pas envie de dire quelque chose à propos de P de x. Est-ce qu'elle est satisfiable ou pas satisfiable? Je n'ai pas envie. Je pourrais me forcer à donner une règle. Quand c'est pas le truc, c'est tout ok. C'est implicite. Moi, j'ai envie. C'est entre moi et moi-même, c'est pas un problème que c'est correct ou pas correct au point de vue de la syntaxe. J'ai envie, quand je sémantiserai, je donnerai du sens, ce soit à ça que je donne du sens, ou à ça que je donne du sens. Vous comprenez? Là, on a des formules closes. C'est bon? On sait à qui on a. Alors que quand j'ai coupé de x, s'il existe, c'est pour tous. On fera des choix par défaut, mais c'est pas la bonne manière de raisonner, de toute façon, c'est de se dire que ce qui nous intéressera au top level, ce sont les formules. On est bon donc l'exercice. L'exercice, on va se donner une formule, pas forcément une clause, soit une formule appartenant à F1, une formule du premier ordre. On va se demander quel est l'ensemble de ces variables libres. L'ensemble de ces variables a au moins une occurrence libre. Définir par induction, si
Sophie, une fonction Vélib, et oui, ça ne s'invente pas, fonction Vélib, qui renvoie l'ensemble des variables libres de phi. Une fonction Vélib libre de phi, hein, vous comprenez, on s'intéresse bien aux variables libres d'une formule donnée, qui renvoie l'ensemble des variables libres donc, pour un espèce d'exemple compliqué qui est encore au tableau, il faut être prêt que ça nous renvoie le couple XZ. Ça va? Parce qu'il y a au moins une occurrence de X et au moins une occurrence de Z qui est, si je ne me trompe pas, hein, il y a deux occurrences de X, c'est ça? Ouais, très bien. X, ah non, X il est, c'est le contraire, X il est lié. Donc de libre, il y avait du X, ici le X il est libre, là. Je vais toujours vous accorder. Il y a le X qui est libre et le Z, d'accord? Z devant. Et le reste, on s'en fout. Et je ne demande pas non plus les adresses. Je pourrais demander les adresses, je demande juste, vous avez compris, de renvoyer le couple X. Je ne demande pas les adresses, les occurrences, mais juste quelle variable apparaît avec au moins une occurrence. C'est la question. De la minute, de la seconde. C'est pas une racine, c'est une racine, c'est une feuille, ça bien sûr, je viens de faire P de X. Je viens de faire l'exemple P de X. Voilà. Voilà. L'ensemble des occurrences des variables libres, si je fais V libre de tout ça, qu'est-ce que ça me renvoie? X. Par contre. Et si c'était Q de X et de Y, la formule c'était ça, ça m'a renvoyé XY. Et si je fais pour tout X Q de XX, ça va renvoyer l'ensemble vide. Ça va? Ça monte au cerveau? Ouais. Voilà, donc à de nouveau. Vous vous rappelez, c'est cette petite définition par induction pour regarder la forme de la formule. Est-ce qu'elle est une formule atomique? Ou est-ce qu'elle est. Vous vous rappelez, hein? Il faut regarder tous les cas possibles. Si c'est une formule atomique, il faudra forcément aller regarder du côté des termes du premier ordre qui la constituent. Il faudra définir sûrement une sous-fonction qui fait la même chose sur les termes, vous avez compris, qui ramène l'ensemble des variables des termes, puisque là, il ne faut pas quantifier. Et là-dessus, il faut filtrer. Il faut filtrer, donc si vous avez regardé P de f de x, il faut définir une fonction qui ramène ici toutes les variables qui rencontrent x, et ensuite il faut filtrer par rien du tout, donc il faut regarder sur x. D'accord? Si jamais il existe x, on ramène ici x, on filtre et il reste rien. On est d'accord? Si jamais on avait ici g de x et de y, on renvoie, ça c'est un y, ça c'est un g. Ouais, ça c'est pour nos amis, effectivement, ouais, c'est bien vu à l'œuvre. C'est un y. Donc on ramène ici par une fonction auxiliaire xy, les variables du sous-terme, bien sûr, sous-terme, et on filtre par le x qui reste une grosse. On est bon? Donc en fait, c'est facile, c'est un petit jeu pour ouvrir la technique. Allez, on travaille. Je sens que là, à distance, on se relâche. Il y en a à distance ou il n'y en a pas? Dans un futur, on croit. Ah ouais, le temps qui se réveille. Je vais repartir de 17h. Première seconde. Je vais le droit de décaler vers 18h.
Ah, voilà. Allez, l'enfant, du boulot, là, je marque une sur la tête, allez. Là-bas au fond, on a trouvé que dalle. Donc il y a là que vous sauvez, le premier rang et le Pacifique Sud. Le reste, on ne va pas en parler. Le reste, on sera là, on bien. Ça suppose d'écrire des lignes de phi égales et on fait une induction sur phi. On regarde comment phi peut être. Ça peut être quoi? Une formule atomique, ou bien les connecteurs, avec une ou plusieurs formules, ou bien quantificateur. Et on déroule le jeu. Mais je l'ai bien dit, il faudra forcément, pour accéder à ce niveau-là, vous avez compris, hein, définir une fonction auxiliaire qui travaille sur les termes. Ouais. Parce que quand on arrive dans la boîte, on a des termes du premier ordre, et là, il faut aller pêcher toutes les occurrences possibles. Cette fonction utilise forcément une fonction. Qui est typée d'un type différent. Je prends un terme du premier ordre qui renvoie. Mon souci étant, c'est un sorcier. Il y en a qui arrive à quelque chose, c'est la démontage total. Vous êtes lui, c'est à la naissance, ok. Lui, il a suffisamment participé, et ça. Là, on a déjà trouvé. Ah, vous faites un truc. Allez, fini, tu vas leur envoyer ça. Non, pas du tout, j'aime beaucoup. Ils sont d'une rare intelligence, un caractère éveillé qui fait honneur à leur promotion. Non, mais je comprends bien le Covid de 1984 a fait des dégâts. Mademoiselle Pacifique Sud avec nous. Ça avance. Là, que dalle à la trahison. Parce qu'il y avait une sorte de quatrième espoir là, qui planait que dalle. Là-bas au fond, c'est la grève. C'est la grève totale. Les autres, on n'en parle pas. Retardataire, t'étais là tout à l'heure, non? T'es venu me voir des fois? Jamais. Ah voilà. Et ben voilà, la médaille. Les derniers seront les premiers. Ça, c'était pour rire, ça. C'est pas vrai. Les derniers seront les derniers. Pardon. Ce seront les premiers. Non, seront les derniers. C'était pour rire, tout ça. Et oui, c'était pour vous raconter que, et voilà, comme tout le reste, que c'était des mensonges. Vous continuez à trimer tous les jours davantage. Eh oui. Ah là là, non, les derniers seront les derniers. Hein. C'est souvent comme ça. C'est horrible, c'est vrai. Ça peut passer à un moment donné. Hein? Ça peut passer à un moment donné. De passer des derniers à les premiers. Ça peut, mais ce qu'on veut dire, c'est que c'est pas souvent. Ah. Tu vois, on l'interdit pas totalement. Non, pas du tout. On n'est pas déterminé. Il n'y a pas une veut dire chose qui me motive. Voilà, t'as tout compris. Mais non, hein, c'est que lui et moi qui voyons ça comme ça.
En fait, hein, pas du tout. Oh, on n'en sait rien. Malheureusement, ouais, c'est ça. C'est un peu pour motiver les troupes, quoi. Bon, donc là-bas, j'en parle pas. Faut quand même revenir parce que vous avez. Qu'est-ce que vous avez cet après-midi? Hein? Vous avez l'examen? Oui. C'est pas vrai. Bon, alors, il faut quand même que vous révisiez tout ça, sinon ça va être pas. Donc, je ne veux pas les vendre une seconde. Hop. Non, oh, c'est sérieux là. Vous disiez un quart d'heure de plus de révision, mais un quart d'heure au moins. Là, c'est. Ah ouais. Ah ouais. Ah bah oui, mais bon. Ah, je vous raconterai jamais le niveau d'anglais ici. Si je fais la parenthèse, c'est trop beau. C'est des premières années. C'était un oral. Et il t'a demandé quoi? C'est une demi-douzaine. Il m'a demandé comment ça réalisait. Pluie, les enfants, pluie. Et tout le monde. Ah ouais? Et alors? T'en as pas un qui. Et c'est lui qui était interrogé, qui a pas su répondre. Il a retenu ce que vous dites. Rain. Avoir été exposé pendant 100 000 ans, on est d'accord, hein, à tout ce qu'on a été exposé dans nos saxons, et pas se souvenir de ce qu'était la pluie. Le mec, c'est directement c'est Alzheimer, c'est l'EHPAD, quoi. C'est directement ça, c'est pas la peine. Franchement. T'as pas besoin d'apprendre l'anglais pour le savoir, il me semble. Sur 10, il n'y en avait pas un. C'est ça le pire. Je suis toujours aux exceptions pour tout. Et alors, c'est quoi? Et tout le monde qui attendait aux aguets la terrible question. Bon, donc, ceci dit, faire mon cours de logique à vous, je ne les changerai pas pour notre meilleur programme. Jamais. Ah non, là, quand même. On est parti. Vite, parce qu'effectivement, il faut que vous révisiez tout ça. La pluie, le vent, tout le reste, il faut le connaître par cœur. C'est pas ça du tout les questions, ça fait rien. On est parti. Alors, qu'est-ce qu'il fallait? Je vous propose de faire ça bottom-up, d'accord? De faire d'abord la petite fonction sur les termes, c'est un peu plus logique. Une fonction auxiliaire, ça va être une seconde, hein, qui prend un terme du premier ordre qui renvoie l'ensemble de ces variables libres et liées n'ont pas de sens, hein, puisque dans un. Vous avez quelque chose comme ça. Que G de X fait A, de G de Y et de Z. Donc un terme du premier ordre, il faut envoyer quoi? X, Y, Z. Vous êtes bien d'accord? C'est trivial, ça sort de ligne. On commence par définir une fonction auxiliaire. On commence par définir une fonction auxiliaire qui va s'appeler comment? On va s'appeler var, tout simplement, c'est classique, ça va. Qui renvoie l'ensemble des variables d'un terme de premier ordre donné. Qui renvoie Vous voyez que la moitié de la difficulté de ce que je fais, c'est de ne pas se paumer entre ce qui est le niveau terme du premier ordre, ce qui est formule, ce qui est formule atomique. C'est la moitié du jeu. Le reste est vraiment facile, transparent et jouable. Mais là, effectivement, il faut faire à chaque fois un petit effort. On est parti. On va l'appeler phi, du coup, on va l'appeler T. T, c'est un nom de terme du premier ordre. Alors, T, c'est égal à quoi par définition? Si T, c'est l'objet d'intersection. Alors, X. Alors, qu'est-ce qu'on renvoie? Le singleton X. Et sinon, si T, c'est ma notation, je dis là. Et l'objet syntaxique. C'est exact, c'est l'identité syntaxique. Si T, c'est F de T1 TL, alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait var
de l'union des var de TI. Non, je pense. Vous êtes bon? Vous avez compris? On les agrège tous. Ça va? On a une petite fonction auxiliaire qui va travailler sur les termes. Maintenant, on fait le top level, on fait la fonction qui va l'appeler, et qui va être la fonction VLib. VLib va être travaillé sur les formules, on va décomposer donc toutes les formes de formules qui puissent arriver, depuis une formule atomique, jusqu'à une négation, la conjonction, etc., et la quantification. Je vous rappelle que c'est parti dans les hauteurs. L'examen, c'est en présentiel. Oui. C'est pour ça qu'ils sont arrivés avec Gando pour l'examen. Bonjour Gando. Je renvoie à la baisse tous nos pronostics dès qu'on n'aura pas l'examen la semaine prochaine. Si. Donc on est parti. Donc voilà la définition de définir présent. À présent. Comment vous avez noté Vélib comme ça, c'est ça? C'est ça, hein? Oui. Je fais cette notation, donc Vélib de phi c'est égal par définition à quoi? On fait le matching. Si le cas de base, bonjour, le cas de base devient aveugle, si phi a la forme P de T1TN, alors, qu'est-ce qu'on prend? Qu'est-ce qu'on prend? On est d'accord qu'on prend toutes les variables là, et on en fait l'union. On prend l'union de var réunion majuscule, je crois. Var de TI. On est bon, non? Ils sont tous libres. Hein? À ce niveau-là, dans la boîte, tout le monde est libre. Hein? On est bon? C'est des ensembles, on fait l'union, d'accord? On est bon. Donc si vous aviez f de a, ah ben là ça renvoie rien, ça renvoie l'ensemble vide. Hein. Si vous avez f de x, ça renvoie x. Si vous avez g de xy, ça renvoie xy. Si vous aviez p de a, un prédicat de deux arguments, là ça renvoie vide, là ça renvoie xy. Vous faites l'union, ça fait xy. On est bon? Ça va? Voilà. Ici vous aurez par exemple p de tout ça, ça fera vide. Vous avez. Alors, P de tout ça, on fait Q, cohérent, P d'arrêté 1, P d'arrêté 2, ça va? On fait l'union pour tous les trucs. On est bien. Sinon, si c'est une négation, il faut le tenir à part parce qu'il y a qu'un. Vous voyez, c'est le point d'arrêté. Mais alors quoi? C'est exactement un Vélib de bien sûr. De les connecteurs binaires, ça passe pareil, les connecteurs ça fausse. Ça dépend des postes qui marchaient. Vélib. On fait l'union des deux. Ça m'apparaît pas mal, non? Qui est libre à droite, qui est libre à gauche. Et il nous vient quoi? Le cas du connecteur. Ah, sinon, si les malades dentés, les enfants, vous venez l'inventer correctement. Excusez-moi, il faut décaler. On décale. On voit ce connecteur. QX, j'imprime, avec Q. Alors là aussi, hein, ça c'était toujours pareil, hein, des conventions habituelles avec ce truc-là, c'est un des connecteurs. Hein. Les trois connecteurs qu'on utilise. Et le quantificateur, c'est un des deux quantificateurs qu'on utilise. Ça va? On est bon? Ouais? Ça va. Vous avez il existe x fil ou x fil. D'accord? Ça va? Vous allez pêcher. Qu'est-ce que vous allez faire? C'est la seule difficulté. Vous allez pêcher dans fil prime ce qui est libre, et qu'est-ce que vous faites? Vous faisons un petit exemple. Ici, c'est P de f de x. Vous avez pour x. Qu'est-ce qui se passe? On remonte x, ça va? Je remonte comme terme x. Ici, au niveau de la boîte, il remonte aussi x, ça va? Qu'est-ce qui doit remonter d'ici? Que dalle?
Vous prenez ce qui remonte de l'expression précédente, et vous, Ce serait. vous supprimez petit x, moins petit x, ça va? S'il n'y a rien, ça ne fait pas de mal, hein, parce que ce truc-là, moins x, ça reste toujours l'ensemble de y. Hein. Et bien, si c'était y moins l'ensemble de x, ça reste toujours l'ensemble de y, vous avez compris? Vous voyez tout ce qui remonte, vous pouvez vous enlever la variable courante, qui est liante, vous comprenez? Vous êtes à un endroit de liaison, de déclaration, de porter d'un identificateur de x. Donc tous les x qui sont construits là-dedans, ils ne sont pas x. Ça va? Donc c'est bon. Faites donc v Égal. de supprime moins le singleton x. Ça va? Sachant que le moins, hein, si c'est l'ensemble vide moins x, c'est l'ensemble vide. Si c'est y, z moins x, on est bon? Et maintenant, faites après, vous dites la même chose en anglais. L'idée, vous dites, Voilà.